on enfermait les manifestants et on leur donnait pas de porte de sortie. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne pas de porte de sortie à des manifestants qui peuvent plus circuler, quand on entrave leur liberté de circulation, c'est tout bête, ça les énerve, ça en énerve un, deux, et puis voilà, et puis c'est comme ça en fait qu'on en vient aux affrontements et que justement ça a l'effet contraire ça produit l'effet contraire de ce que ça devrait donner, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté du chaos? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de répression du mouvement pour l'éteindre. Je rappelle qu'il y a eu en un an plus de 2500 blessés, donc 400 blessés graves, il y a eu 30 éborgnés, il y a eu 6 mains arrachées. Donc voilà, je me suis posé la question de savoir comment on en était arrivé là. Alors, je suis sur le plateau du média avec Yanis Mamdi, journaliste à Off Investigation. Off Investigation est un nouveau média, un tout nouveau média vidéo qui, comme son nom l'indique, s'est spécialisé dans l'investigation. Un tout nouveau média vidéo créé par Jean-Baptiste Rivoire, figure de l'enquête à Canal+, persécuté par les hommes de Vincent Bolloré et qui a décidé de prendre la liberté d'informer. Off Investigation est encore en campagne de levée de fonds, mais dévoile progressivement les différents épisodes de sa série d'enquête dont le nom est Emmanuel, un banquier à l'Élysée. Un homme d'affaires à l'Élysée. Un homme d'affaires à l'Élysée, ouais. Autant pour moi. Et justement, samedi dernier, c'était la sortie sur le site et la chaîne YouTube de ce média du 3e épisode de la série. Un 3e épisode dont le titre est très clair, Gilets jaunes, le maintien du chaos, et qui revient sur les secrets de la gestion de la crise des Gilets jaunes par Emmanuel Macron. Salut Yanis. Salut Théophile. Comment ça va? Ça va et toi? On est content de te retrouver ici. Alors, nombreux ceux qui nous regardent, qui se souviennent que tu es un ancien du média, un bébé, le média. Tu nous raconteras quel a été ton parcours depuis, mais je te propose de regarder d'abord un extrait de ton documentaire. À 2 km de l'Arc de Triomphe, le ministère de l'Intérieur et surtout le palais présidentiel. Pour la première fois, le pouvoir tremble. Il y a eu des appels où on se demandait si les grilles finalement de l'Élysée ou de Beauvau n'allaient pas tomber parce que les manifestants s'en rapprochaient de plus en plus et c'était extrêmement compliqué de tenir. La République a réellement tremblé le 1er décembre. Dans la nuit qui suit les émeutes, Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Argentine, où il assistait à un sommet du G20. Enfin, un dernier mot sur le contexte français, et parce que je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Jacques Attali, l'un des mentors d'Emmanuel Macron, participait à ce voyage officiel. J'étais avec Emmanuel Macron dans l'avion qui le ramenait d'Argentine, puisqu'il m'avait convié à l'accompagner au G20. Ils ont parlé très longuement dans ce vol de retour. Nous avons débarqué le matin qui a suivi l'incendie de l'Arc de Triomphe. Je peux vous dire que là, il avait compris. À partir de cette date, Emmanuel Macron va durcir la répression policière de la plus grande révolte populaire survenue en France depuis mai 1968. Alors, Yanis, aux médias, on a suivi à l'époque avec assiduité la crise des Gilets jaunes. Tu t'es bien placé pour la raconter donc avec du recul, pour Off Investigation. Qu'est-ce que tu as découvert durant ton travail d'enquête en vue de ce documentaire? Quels sont les éclairages nouveaux, les témoignages nouveaux que tu apportes? Alors nous, en fait, on s'est posé la question de comprendre, parce que moi j'étais sur le terrain, comme tu l'as dit à l'époque pour le média, pendant la crise des Gilets jaunes, j'en ai couvert pas mal, je vais dire une dizaine. Et il y avait cette question qui me revenait tout le temps, c'était pourquoi, comment gérer la foule durant le moment des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui a amené tous ces débordements, ces violences de part et d'autre? Comment on a eu autant de blessés? Je rappelle qu'il y a eu en un an plus de 2500 blessés, donc 400 blessés graves, il y a eu 30 éborgnés, il y a eu 6 mains arrachées. Donc voilà, je me suis posé la question de savoir comment on en était arrivé là.
Donc à partir de ce point-là, on a commencé, j'ai fait mon travail d'enquête et puis on a réussi à avoir pas mal d'acteurs qui étaient présents durant ce moment. On a essayé de comprendre les décisions politiques en fait qui ont amené à cette gestion des foules et à ce que j'appelle aujourd'hui le maintien du chaos. Et vous avez, parmi les acteurs, vous avez des acteurs sécuritaires qui étaient en première ligne. Bien sûr, on a donc l'ancien préfet de police de Paris qui, durant 5 mois, a géré la crise des Gilets jaunes. On a donc un policier. On a bien sûr aussi des Gilets jaunes. On a des militants des associations des droits de l'homme. Voilà, tous les acteurs qui ont en fait participé, si tu veux, à cette crise et qui nous expliquent que voilà, malheureusement, pour la plupart, c'était le chaos total durant cette crise-là. Bah, en fait, tu parles de maintien du chaos. Peut-on aujourd'hui affirmer qu'à un moment donné, il y a une sorte de choix du chaos fait par l'exécutif? Et comment tout ça s'est manifesté? Alors, un chaos de la part de l'exécutif, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une répression d'autant plus forte au fur et à mesure que le mouvement avançait. On le voit, par exemple, après le 1er décembre, il mobilise 120 000 policiers sur tout le territoire. On le voit aussi donc en mars, quand il décide, si vous voulez, d'enlever Delpech et de mettre l'Allemand à sa place, l'Allemand qui a une réputation d'être un préfet de police intransigeant, très dur. Donc, est-ce qu'il y a une volonté du chaos? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de répression du mouvement pour l'éteindre. Ça, oui. Pas faire dans la dentelle. Exactement. Alors, il y a aussi une utilisation qui est très étrange des NAS, c'est-à-dire la théorie en fait sur les NAS est complètement remise de côté. Les NAS qui doivent permettre aux manifestants de sortir, en fait, sont des NAS tout à fait fermés, voilà, qui sont faut bien créés pour rendre fous, en fait, les gens qui manifestent. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, c'est ça. Alors, en fait, une NAS, qu'est-ce que c'est? C'est on encercle les manifestants, mais il faut absolument qu'il y ait toujours une porte de sortie pour ceux qui décident de ne plus rester dans la NAS et qui peuvent s'en aller de la manifestation. Sauf que ce que nous expliquent aussi bien les policiers, les gilets jaunes, que les militants des droits de l'homme, c'est que durant cette crise, les NAS n'étaient pas bien appliquées. En fait, on enfermait les manifestants et on leur donnait pas de porte de sortie. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne pas de porte de sortie à des manifestants qui peuvent plus circuler, quand on entrave leur liberté de circulation, c'est tout bête, ça les énerve, ça en énerve un, deux, et puis voilà, et puis c'est comme ça en fait qu'on en vient aux affrontements et que justement ça produit l'effet contraire de ce que ça devrait donner, quoi. Alors, Didier Lallemand, donc, il remplace Delpech. Vous évoquez les conditions dans lesquelles il devient préfet de police de Paris et comment il radicalise le maintien du chaos à Paris. Finalement, en fait, on le promeut parce qu'à Bordeaux, il a tapé fort, en gros, c'est ça? C'est ça, exactement. Faut savoir que l'Allemand, il a vraiment une réputation de préfet intransigeant. Voilà, comme on l'évoque dans le documentaire, c'est lui qui était responsable à l'époque où il y a eu l'affaire Olivier Béziat, donc ce pompier volontaire qui se fait tirer dans le dos. Oui, et alors pour la petite anecdote de ce qu'on m'a raconté, c'est qu'à l'époque, à la préfecture de Bordeaux, quand il a été nommé préfet de police de Paris, à la préfecture de Bordeaux, ils ont sabré le champagne tellement ils étaient contents qu'il soit parti, quoi. Ils s'en débarrassés. Ouais. Alors on va pas dire tout non plus, parce qu'il faut que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aillent sur votre chaîne YouTube ou votre site internet pour regarder l'intégralité de ce documentaire passionnant. Et justement, il me semble que ton docu devait sortir vendredi. C'est ça. Et il est sorti samedi. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de double censure sur YouTube. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur votre page YouTube. C'est ça. Alors, nous, en fait, quand on a fait le documentaire, on a fait le choix, à un moment, de montrer, crûment les images des blessés durant le mouvement des Gilets jaunes, des blessés graves. Je le répète, c'est 30 éborgnés, 6 mains arrachées, sans compter toutes les blessures à la tête. Donc, le bilan est estimé à peu près à 400 blessés graves durant le mouvement des Gilets jaunes. Donc ces passages-là, pour YouTube, comme il y avait du sang, etc., on a dû les enlever et on a fait face à une autre censure, un autre problème. Là, pour le coup, on n'a pas compris. C'est Canal+, donc, qui revendiquait une vidéo de Jérôme Rodriguez, c'est-à-dire le jour où Jérôme Rodriguez a perdu son œil, c'est-à-dire le 26 janvier 2019. Canal+ revendiquait les droits de sa vidéo parce qu'il filmait avec son téléphone. En fait, il était en live au moment où il perdait son œil. Donc elles appartiennent à Jérôme Rodriguez. Alors qu'elles appartiennent à Jérôme Rodriguez et nous avait donné donc l'autorisation de les utiliser. Et après, on ne sait pas comment c'est arrivé pour que Canal+ puisse revendiquer les droits de cette vidéo-là. On n'a pas compris et donc ça nous a bloqué sur YouTube parce que savoir sur YouTube, c'est soit on conteste, mais si on conteste, on peut pas poster la vidéo tout de suite, soit on coupe le passage et du coup on a dû couper le passage, puis apurer, il y a eu le retraitement de la vidéo YouTube, etc. Donc on a dû diffuser avec un jour de retard. Voilà. Mais en tout cas sur le site de Off Investigation, c'est la version originelle. Voilà, sur le site de Off, vous avez donc la version non censurée puisqu'on utilise un autre lecteur vidéo donc qui est PeerTube et là vous pouvez voir le documentaire dans son intégralité sans version censurée. Alors Yanis, on va parler un peu de toi, parce que quand même, dès décembre 2017, alors que tu es un tout jeune journaliste, tu es recruté par le média, tu feras 2 ans ici.
2 ans à peu près. Ouais. Avant, tout naturellement, de chercher à voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tu as travaillé de manière indirecte pour ce qu'on appelle les médias mainstream. Ouais. Et tu es revenu dans la galaxie des médias indépendants financés par leur public avec Off Investigation. C'est ça. Tu es un des piliers aujourd'hui de Off Investigation, on peut le dire. Alors, pourquoi ce choix du retour vers la presse indépendante alors qu'il y a une forme de sécurité dans l'écosystème des médias mainstream ? Ouais, il n'y a pas vraiment une forme de sécurité dans les médias mainstream aujourd'hui. Ma génération, en tout cas, on fait face à une très grande précarité et je ne sais pas si on peut vraiment parler de sécurité. Non, moi je suis revenu à la presse, on va dire, indépendante parce que c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire notre travail le plus librement possible sans avoir tous les problèmes d'un diffuseur. Donc, vous savez, quand vous avez un diffuseur comme Arte, vous avez plein de gens à qui vous devez rendre des comptes, qui ne sont pas forcément d'accord sur la manière dont vous devez faire votre reportage, etc. Donc ça devient vite compliqué de faire le reportage comme vous l'entendez. Donc voilà, pourquoi je suis retourné à la presse indépendante, c'est pour ça. En fait, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on a eu l'impression à un moment donné que l'investigation, le journalisme d'investigation libre, en fait, on peut l'exercer sur Canal+ et sur le service public. C'est ça. Donc Jean-Baptiste Rivoire a réussi à prouver au monde entier qu'on ne peut plus enquêter à Canal+. Et toi, tu as travaillé pour Arte qui a une super bonne image, et tu as quand même rencontré la censure là-bas avec des vidéos que tu as produites qui ont disparu de l'antenne ou alors qui n'ont même jamais été diffusées. C'est ça. Alors en fait, il faut comprendre, moi je travaillais pour Arte, donc je travaillais pour une émission qui s'appelait Tous les Internets. L'idée, c'était de rencontrer des personnes à travers le monde et en France qui militent pour un changement dans la société, pour une amélioration dans la société à travers Internet, dont Internet est l'outil principal. Et donc en mars 2020, apparaît la crise Covid, voilà, avec le confinement, etc. Donc la chaîne fait la demande de sujets Covid et je vais faire un reportage avec Sabrina Ali Benali, qui est médecin urgentiste et qui, sur son Twitter, alerte sur les conditions en fait auxquelles les médecins font face durant la crise Covid, c'est-à-dire pas de matériel, pas de masque, des sacs poubelles en termes de protection, etc. Donc je lui donne une GoPro, je la laisse aller filmer quand elle va voir ses patients, etc. Le sujet cartonne. Il fait, je crois, si je dis pas de bêtises, en 24 heures sur les réseaux d'Arte, il fait à peu près entre 2,5 millions de vues et 3 millions de vues. Voilà, sauf que voilà, je sais pas pourquoi, derrière Arte s'énerve un peu sur le sujet en me disant que j'aurais peut-être dû préciser que Sabrina Ali Benali était suppléante aux législatives sur la liste France Insoumise dans la 18e circonscription de Paris. Donc moi, je leur explique que je vois pas l'intérêt de faire ça, puisque elle se présente en tant que médecin urgentiste. Le sujet, c'est vraiment les médecins, etc. Et tu veux prendre de la distance par rapport à sa parole, en gros. Oui, voilà. Alors, je sais pas, peut-être c'est que le sujet a tapé très fort. Moi, je sais que le sujet, à l'époque, il était représentatif d'une colère. Enfin, vraiment, ça fait quasiment 3 millions de vues sur les réseaux sociaux en 24 heures. Alors, je sais pas, j'ai pas le décompte d'Arte, mais je pense que c'est sûr que c'est un des plus gros scores qu'ils ont fait. Et voilà, ils n'étaient pas contents, va comprendre pourquoi. Et alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que derrière, ils nous ont demandé de faire... la chaîne Arte a demandé à ce qu'on fasse un reportage avec Caroline Deas. J'ai rien contre Caroline Deas, hein, mais il faut savoir que Caroline Deas a été directrice de campagne de Cécile Duflot, qu'elle aussi, en 2017, elle s'est présentée en tant que candidate d'hiver gauche aux législatives de 2017. Et là, bizarrement, Arte m'a pas demandé, en tout cas à moi, de préciser qu'elle était candidate en 2017 aux législatives, qu'elle était directrice de campagne de Cécile Duflot. Et alors après, ça s'est empiré, puisque j'ai fait un sujet... avec Amal Bentounsi. Donc Amal Bentounsi, il faut savoir, son frère, il a été tué par un policier d'une balle dans le dos. Le policier a été condamné en appel à 5 ans de prison avec sursis. Et elle a créé une application qui s'appelle Urgence Violence Policière et qui permet, cette application, de filmer en fait les bavures policières qu'il peut y avoir. Et la vidéo est directement enregistrée sur un serveur. C'est-à-dire que si le policier tente de vous arracher le téléphone ou vous casse le téléphone, la vidéo, elle est toujours sauvegardée. Donc je fais le reportage une première fois avec elle, c'est pas super, je tourne à Villiers-le-Bel, etc. Et puis on commence une première version qu'on envoie à la chaîne de télé, et puis la chaîne de télé me dit non mais il faut aller retourner, faut peut-être en faire un peu moins sur son frère, etc. Bon, c'est le sujet pourtant. Oui, c'est la base de son engagement. Voilà, la base de son engagement vient du fait que son frère a été tué par un policier. Alors après, il y a toujours cette histoire, son frère était un délinquant, etc. Donc peut-être en faire un peu moins. Bref, je vais retourner avec elle, je refais l'interview. Et puis finalement, le sujet a été mis aux oubliettes. Voilà, donc ils ont acheté un sujet qu'ils n'ont jamais diffusé, tout simplement.
Et donc, en gros, c'est assez surprenant parce que de la part de Arte, qui a une certaine image, une bonne image, c'est à la fois étonnant et inquiétant. Parce que si même à Arte, il n'y a plus de liberté pour diffuser des choses qui concernent la France, parce que Arte parle souvent de ce qui se passe. Mon sentiment, moi, c'est qu'en fait, quand on veut parler de politique française, de politique intérieure, vraiment, ça devient compliqué, même pour Arte. Arte, voilà, pour faire des reportages à l'étranger et parler politique à l'étranger, il n'y a aucun problème. Mais quand ça touche la politique française, c'est compliqué. Et on le voit de façon aussi avec la série qu'on est en train de faire là, donc sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils nous ont dit qu'ils se mêlaient pas de politique française, parce que ça intéressait pas forcément les Allemands, comme c'est une chaîne franco-allemande. Moi, je trouve ça dommageable. Par exemple, l'histoire d'Amal Bentoutsi, c'est terrible, parce que derrière, qui est-ce qui a fait le sujet? C'est AG+, Al Jazeera+, qui est quoi? Qui est un média qatari. Donc, en fait, c'est les Qataris qui viennent faire le sujet. Le sujet a cartonné. Donc, c'est le Qatar qui vient montrer, en fait, à la France une application qui permet de filmer des violences policières, qui vient faire ce sujet-là. Mais moi, je trouve ça vraiment... c'est terrible pour les médias français, quoi. Ouais, c'est vraiment terrible. En tout cas, finalement... vous prenez le risque de transposer en fait ce type de travail, du travail vraiment d'investigation, de recherche, d'enquête sur... Aujourd'hui, on arrive à un constat, c'est que, en tout cas, si on veut faire vraiment de l'investigation et avoir les mains vraiment les mains complètement libres, il n'y a qu'une seule solution, c'est le financement citoyen. Voilà, donc c'est pour ça que moi je me suis lancé dans l'aventure of investigation avec Jean-Baptiste Rivoire. Et j'y crois. Alors, on est pas mal, là, on est à 230 000 euros, mais il nous manque encore quand même 50 000 euros pour boucler l'ensemble des épisodes. Voilà, on doit faire 9 épisodes. Il nous manque encore 50 000 euros mais je pense qu'on va y arriver. En tout cas, tous ceux qui nous regardent, ils sont appelés à faire un geste pour nous, pour vous, pour l'écosystème des médias indépendants. Ça coûte l'équivalent des fois d'un café, des fois d'une belle chemise, mais ça vaut quand même, c'est un investissement qui est intéressant pour nos libertés, parce qu'on voit justement avec l'histoire que tu viens de nous raconter, que même les médias publics les plus insoupçonnables de censure, en fait, ils pratiquent la censure, et puisqu'on ne tient pas absolument à ce que ce soit les milliardaires du Golfe qui nous informent sur la France, en fait, on peut financer nous-mêmes notre information. Alors, merci beaucoup Yanis. On rappelle que Off Investigation travaille sur une série ambitieuse sur le bilan d'Emmanuel Macron. Un homme d'affaires à l'Élysée. Un homme d'affaires à l'Élysée. Les jaunes, le maintien du chaos, c'est le 3e épisode de la série. Donc, on peut regarder sur votre site internet et sur votre chaîne YouTube. Voilà. D'autres vont suivre. Hôpital, La République en panne, qui va sortir le 8 février. Alstom, La France avant, ce sera le 18 février. Sanofi, labo chouchou de la Macronie. À cette période de crise sanitaire, ça va être très intéressant. Ce sera le 8 mars. Macron, l'Algérien, le 18 mars. Et les millions envolé, point d'interrogation de Macron, pardon. Ce sera le 28 mars. Pour ne rien rater, vous pouvez donc vous abonner à la newsletter de Off Investigation en allant sur leur site. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Off Investigation. On le rappelle encore, vous êtes dans votre processus de levée de fonds. Exactement, sur la page Kiss Kiss Bang Bang de Off Investigation. La page Kiss Kiss Bang Bang. Merci beaucoup Yanis et bonne chance à Off Investigation.